BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Première étape de notre tour du monde hebdomadaire, la Turquie, dans la région de la mer Noire. Réaction d'Ankara à la guerre en Ukraine. Oui, samedi dernier, le chef de l'État ukrainien a affirmé que son pays allait recevoir des navires de guerre afin d'assurer la sécurité du corridor céréalier de la mer Noire. La veille, le chef de la diplomatie turque a déclaré, lui, que le moyen le plus efficace d'éliminer les menaces, c'est la négociation. Et Ankara redit sa disponibilité en tant que médiateur. Daria Isachenko, du Centre d'études appliquées sur la Turquie au SWP à Berlin, explique dans ce travail de recherche comment la politique turque dans cette région de la mer Noire résulte non seulement d'une relation complexe avec la Russie, mais aussi de la difficulté de la relation avec l'Occident bien au-delà des frontières de l'Union européenne. Pour cette chercheuse allemande, Turcs et Russes ont une vision commune d'un ordre régional, celui de la mer Noire, qui exclut les acteurs extérieurs de cet espace qui leur est commun. Cela se constate, selon Daria Isachenko, par la manière dont la Turquie interprète la Convention de Montreux de 1936, qui détermine l'exercice de la libre circulation dans les détroits turcs du Bosphore et des Dardanelles. En vertu de ce traité, Ankara joue un rôle charnière dans l'accord sur les céréales de la mer Noire, signé en juillet 2022, puis reconduit à 2 reprises. C'est la Turquie qui décide des tonnages admis des flottes provenant de l'extérieur. La position sur les gazoducs qui traversent la région reflèterait également certains des mêmes principes fondamentaux de politique étrangère. Ankara n'est plus intéressé à agir comme un pont entre l'Est et l'Ouest, mais à atteindre le statut de puissance moyenne équidistante, je cite. Ankara affirme ses intérêts économiques, sa lecture géopolitique, mais Daria Isachenko souligne contrairement à la Russie, et qu'une opinion qu'on entend marteler ici en Europe occidentale, la Turquie ne cherche pas en fait un affrontement fondamental avec l'Occident. Aussi, pour l'experte allemande, il faut concevoir un rôle particulier, spécial des Turcs en mer Noire, en dépassant les seuls cadres un peu obsolètes de l'OTAN et de l'Union européenne. La génération Z va dépasser l'an prochain les baby-boomers dans la main-d'œuvre américaine. Et ça change beaucoup de choses, Benahouda. Effectivement, Glassdoor, qui est la plateforme américaine très connue où les salariés évaluent leur environnement de travail, exploité dans ce travail d'analyse par des économistes les données de l'administration du recensement. Et aux États-Unis, en 2024, la génération des baby-boomers, née donc jusqu'au début des années 1960, après l'après-guerre, va compter 17,3 millions de travailleurs, là où celle née à partir du milieu des années 1990 est à 17,1 millions. Donc, les courbes vont se croiser l'année prochaine. Ce qui va induire davantage encore une adaptation aux façons dont on voit le travail, cette nouvelle génération américaine des Zoomers, en référence aux boomers. Ah ouais. Alors pour l'économiste en chef Aaron Terrazas et ses collègues, les entreprises sont obligées d'ajuster les avantages sociaux qu'elles offrent et leur stratégie d'engagement vis-à-vis de leurs employés de cette nouvelle génération américaine qui se montre particulièrement soucieuse de la transparence des salaires notamment. Les 3/4 d'entre eux seraient tout à fait disposés à en parler avec leurs collègues d'à côté quand ils ne sont que 2 sur 5 au sein de la prochaine vague de retraités, les baby boomers. Cette volonté de transparence est censée s'accompagner de davantage de débats quant à la diversité, quant à l'inclusion. La revendication d'une culture de travail plus informelle s'impose également, avec une survalorisation de la petite entreprise, car moins rigide que le grand groupe des aînés. Mais d'après les projections présentées, la génération Z va quand même devoir attendre que la Y, celle d'avant, née avant, cède la place au début des années 2040, donc encore une petite quinzaine d'années, pour que sa perception du monde du travail prenne véritablement le dessus, à moins qu'il soit en réalité impossible d'établir une typologie générationnelle aussi large, ce qui amène aussi à réfléchir par stéréotype et donc par cliché. Et alors, votre dernière étude du jour, Benahouda, c'est une de ces études dont vous avez le secret avec ce titre énigmatique que je vous livre, mesdames et messieurs, mais vous allez tout savoir dans quelques instants. Des vies animales incarnées dans la perte et le gaspillage de nourriture. Alors, dites-nous en plus. Ce n'est pas de la poésie, c'est encore une fois de l'économie. Les pays, quoique peut-être parfois Exactement, ça rime. vous avez raison. Les Pays-Bas comptent, il faut le voir, la concentration de bétail la plus dense du continent européen. C'est une superpuissance du bétail. Ah oui. La 5e économie de l'Union européenne dispose à ce sujet d'une expertise donc de premier rang mondial et une équipe de recherche de l'université Leiden établit ici que la totalité de la viande produite
dans le monde, pratiquement un sixième finit à la poubelle. Cela signifie que près de Un sixième. un sixième, oui, c'est 52,5 millions de tonnes de viande désossée et comestible, donc prête à être grillée, qui ne sont pas consommées, ce qui représente chaque année un gaspillage de 18 milliards de poulets, de dindes, de moutons, de porcs, etc. Et Julian Clora et ses co-auteurs expliquaient là, en amont la mort d'animaux avant l'abattage, ou bien le stockage défectueux, le mauvais transport, etc. Et cela concerne là plutôt les pays en développement. Alors que dans les économies industrialisées, c'est du côté de la consommation finale qu'est à déplorer le trop-plein de déchets. La distribution, petite ou grande, procède ainsi souvent à des commandes mal calibrées, trop élevées. La restauration, comme les ménages, ont également du mal à calibrer les besoins. Les portions sont surdimensionnées, ce qui fabrique aussi du déchet. Et aux États-Unis, mais aussi dans des grands émergents comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud, les résultats s'avèrent en la matière particulièrement mauvais, je cite. Cette recherche ne prétend pas livrer une solution clé en main pour réduire cet extraordinaire gaspillage, mais pour Julian Clora et ses collègues, il serait aussi utile de s'y attaquer, outre des considérations des auteurs sur la souffrance animale, en raison d'un impact positif que cela aurait au terme de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, parce que près de 15% pourraient être attribués au bétail, avec le bœuf en pollueur le plus important. Moins de viande gaspillée, c'est moins de bœuf produit, donc moins de méthane qui intensifie la génération d'ozone. Un cercle vertueux selon ce schéma néerlandais. Absolument. Passionnant. Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.